Mais je me tourne naturellement vers Célia Barotte parce que c'est l'information sans doute de la matinée, puisque Patrick Bruel pourrait être en détention dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce qu'a requis le parquet. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner ? Oui, nous venons d'apprendre que Patrick Bruel va être présenté à 3 juges d'instruction cet après-midi. Il sort donc de garde à vue. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel concernant 9 victimes commis entre 2010 et 2019. Alors on parle par exemple d'une tentative de viol en 2010 à Bruxelles ou encore d'un viol à 2015 à Lille sur la Sorgue ou encore d'un harcèlement sexuel en 2019 à Ajaccio. Sont également jointes au dossier de l'information judiciaire les procédures concernant 13 victimes de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles commis entre septembre 1992 et septembre 2008. Et donc le procureur de la République a requis le placement en détention provisoire de Patrick Bruel. Résultat, cet après-midi, après son audition devant les juges d'instruction. Célia, j'ai le communiqué de presse du ministère de la Justice sous les yeux. Patrick Bruel est déféré ce jour. Et effectivement, ce que vous avez dit, tentative de viol, 2010 à Bruxelles, tentative de viol, 2010 à Neuilly, viol, 2012 à Dinard, viol, 2015 à Lille-sur-la-Sorgue, viol, 2019 à Paris, agression sexuelle, 2000 à Grenoble, agression sexuelle et harcèlement sexuel, 2019 à Perpignan, harcèlement sexuel 2019 à Ajaccio, harcèlement sexuel 2019 à Nyon. Certains de ces faits non prescrits, précédemment classés sans suite, ont été réexaminés, ont pu être ainsi inclus dans la saisine des juges d'instruction. Maître Garbarini, vous qui défendez les délinquants, les criminels, puisque vous êtes avocat pénaliste, comment vous analysez ce communiqué de presse et la suite des événements ? Le communiqué de presse, c'est que bien évidemment, il y a une répétition des faits qu'a mis au jour le parquet, puisqu'il a... moi, je me souviens de l'affaire d'Ajaccio de 2019, qui avait été classée sans suite. Donc, ils ont récupéré ce dossier pour de nouveau investiguer là-dessus. Donc maintenant, il y a 3 juges d'instruction. Donc M. Bruel est sorti de garde à vue. Il aurait pu être convoqué ultérieurement. Ça veut dire que les faits sont graves et il y a une prise de décision forte, puisqu'il aurait pu être convoqué ultérieurement en vue de voir un juge d'instruction. Là, on a décidé de le déférer. C'est-à-dire que dans la foulée de la garde à vue, il est présenté au juge d'instruction. Là, ils sont 3. Des faits, comme cela vient d'être expliqué, de nouveaux faits vont être adjoints à cette procédure d'ores et déjà. Donc on est à plus d'une vingtaine de faits à la fois délictuels et criminels. Alors il a 3 possibilités, M. Bruel. C'est-à-dire il peut faire une déclaration spontanée devant les juges d'instruction et se taire, demander à s'expliquer ultérieurement pour que ses avocats prennent connaissance du dossier et parce qu'il est éprouvé physiquement par les 48 heures de garde à vue. Mais là, il est seul devant les juges ou non, avec ses avocats. Oui, ses avocats sont là. Absolument. Mais il a ces 3 options. Il peut ne pas s'expliquer et dire je suis fatigué, je m'expliquerai ultérieurement. Point. Et ensuite, il est déféré devant le parquet, puisque... Alors, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais un juge d'instruction peut considérer qu'il décide de ne pas, malgré les réquisitions du parquet, de ne pas saisir le juge d'instruction, le juge des libertés de la détention. Bon, là, ils vont le saisir et il va y avoir un débat contradictoire devant le juge des libertés de la détention, où il y a le procureur qui va justifier, motiver, requérir son incarcération. Ça, c'est ce matin. C'est ce matin. Ou en fin de journée. Présentation au juge d'instruction cet après-midi. C'est cet après-midi. Là, en ce moment, il est où ? Chez le juge. Chez les juges d'instruction. Non, il sera présenté cet après-midi. Donc là, il est sorti de garde à vue et là, il attend. Il est au dépôt. Il est au mandat de dépôt. Il est au dépôt. Dans le sous-sol du palais de justice. Voilà. Donc il va s'entretenir ou non. Le juge a des questions. Les juges ont certainement des questions à lui poser. Mais il peut dire, il a le droit, c'est son droit, il peut dire je ne réponds pas immédiatement. L'incarcération, nous dit-on, c'est toujours l'exception et la liberté, c'est la règle. Quelles sont les conditions qui motiveraient la détention en l'espèce de Patrick Bruel, selon vous ? Alors, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est le trouble à l'ordre public. Là, on va dire que l'agenda judiciaire ne lui est pas favorable. C'est-à-dire que vous mettez un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les juges entendent la société. Ah oui, là, il y a une temporalité qui pour la défense, est compliquée.
Ça, il y a ce point-là, notamment. Il y a les risques de fuite. Bon, il y a les concertations possibles avec des témoins. La pression sur les victimes. Tout ça, ce sont des points qui sont prévus par... Et si vous avez deux éléments de ce que je viens de vous citer qui existent, il peut être placé en détention provisoire. Mais il faut que ces pressions aient eu lieu avant ou faut que le juge imagine un risque. Ce que vous dites là, effectivement, est une inquiétude dans le dossier Bruel. Absolument. Parce que par définition, il peut échanger avec les uns et les autres. Mais j'ai envie de dire, comme tout un chacun peut échanger avec les uns et les autres. Oui, enfin, échanger avec les uns et les autres, ça dépend comment et dans quelles conditions. Et en tous les cas, il a interdiction, ça fera partie des interdictions qui lui seront livrées si il ne va pas en détention, ne pas prendre contact avec les victimes ou les personnes qui ont témoigné dans le dossier. C'est-à-dire que là, le juge, il peut faire une liste de 25 noms, de dire vous n'avez pas le droit, et si nous vous apercevons que, là, vous allez immédiatement en détention provisoire. Alors, vous avez c'est des sujets très délicats, bien évidemment, parce que parfois chaque phrase qui est dite est interprétée comme une volonté de vouloir défendre l'un ou l'autre. Mais la semaine dernière, vous avez bien fait la différence entre victime et plaignante. Et le communiqué de presse du ministre de la Justice parle de victime. Oui, je pense que c'est une erreur. Voilà, parce que donc, M. Bruel est prisonnier innocent au moment où on se parle. Voilà, les personnes qui ont déposé plainte, encore une fois, je ne me permets pas de dire que ces personnes mentent. Pas du tout. Simplement, encore une fois, il faut avoir une rigueur. Si nous n'avons pas une rigueur par rapport aux règles de droit, ça ne sert à rien de parler de règles de droit. Point. Donc mais là, le ministère de la Justice lui-même, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel concernant 9 victimes. C'est une erreur. Commis en... Ben oui, mais si même la justice... c'est ça qui est compliqué pour nous, pardonnez-moi. Moi, j'essaye toujours d'appliquer plaignante, victime, parce qu'un jour, c'est un avocat qui me l'avait dit sur le plateau. Et depuis, j'essaye d'avoir cette rigueur-là, et de la même manière, de toujours parler de la présomption d'innocence qui est la loi. J'essaye, même si dans l'affaire Jérôme B, la présomption d'innocence, elle est difficile. Nous ne la respectons pas. Je suis le premier, hélas, à le dire. Donc tout ça est toujours sur un fil. Mais en l'espèce, c'est... Après, c'est pas un cas rare sur un communiqué de presse de voir le mot victime. Là, on parle bien d'un communiqué de presse de la part du parquet. Ouais. Donc, le parquet est quand même dans une logique où, pour lui, il reconnaît qu'il y a une caractérisation des faits, puisqu'il va aussi dans le sens de le mettre en détention provisoire. Et c'est ce que me disait aussi Charlotte Dornelas, à juste titre hier, quand je lui ai eu cette conversation. Elle m'a dit, ces jeunes femmes-là sont des victimes. Et je lui ai dit, mais tout le monde a souvent raison de son point de vue, ce qui est vrai, et que je comprends aussi Flavie Flament et ces autres femmes. Donc, on est là, comme je le disais, sur un fil. Non, mais elles ont le droit de le dire. Oui. D'ailleurs, et de le revendiquer. Pour elles ont justement saisi la justice. Donc, c'est normal, elles sont victimes. En revanche, les acteurs judiciaires, non. Les acteurs judiciaires, non. Parce que là, on est encore une fois dans l'émotion. Pardonnez-moi, je ne sais pas si vous allez en parler. Monsieur Lecornu qui dit on va faire une nouvelle peine pour les viols. On va aggraver. C'est pas le problème. C'est tout ça, je vous jure, l'hypocrisie politique. Moi, je suis outré. Voilà, tout ce que je vois pour les professionnels du droit. Mais franchement, ça donne envie de vomir. Voilà. Parce que le problème des viols en France et des agressions sexuelles, on le découvre aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on le découvre. Et là, maintenant, on dit, on va leur mettre perpétuité. Mais on se fout du monde, pardon de parler comme ça. Moi, je suis scandalisé. Moi, tous les jours, je fais ce boulot. Et je peux vous dire, il est dur. Il est dur, voilà, et c'est normal, et je l'accepte, et je suis passionné, et tant mieux. Mais quand j'entends les politiques, là, j'ai entendu hier, bien évidemment, je suis arrivé tard de l'avion, monsieur le ministre de la Justice, c'est pas le problème des moyens matériels. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Si, il l'a dit. Ah bon ? Non, je suis pas d'accord avec vous. Il a dit, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait... Non, mais il
Il a dit précisément, et il a raison, dans l'affaire Liana, c'est pas un problème de Non, c'est moyens. des problèmes personnels, Voilà. c'est des responsabilités. Il n'y a pas un problème de moyens. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit Ça, dans c'est- cette affaire. ça, c'est Mais vrai. autrement, il y a 3 problèmes ou 4 problèmes avec la justice. L'absence de sanctions des magistrats, c'en est un. Effectivement, les moyens, c'en est un deuxième. Et la politisation ou l'idéologisation de la justice. Voilà les 3 problèmes. Eh bien, ces problèmes-là, je suis désolé, j'ai eu Gérald Darmanin hier sur notre plateau, il les affronte de face. Non, mais ça, c'est vrai. Et Mais- les moyens, il ne nie pas Oui, mais- qu'un procureur en Allemagne a beaucoup plus de moyens La qu'un première et procureur la en seule France. réaction Thomas à ce Bonnet. stade d'Emmanuel Macron sur l'affaire Liana, la première et la seule réaction, c'est de dire ne me parlez pas de moyens. C'est ce qu'a dit le président de la Mais République. sur cette affaire, il a raison précisément. Il parlait de manière un peu générale, le président de la République. Peut-être, mais sur Moi, je pense l'affaire que c'est un débat qui mérite Liana, d'être ouvert sur quand même. l'affaire Liana, Oui, d'accord. sur l'affaire Liana, c'est un procureur de Toulouse qui a mis 3 mois à transmettre un dossier au procureur d'Auch, avec une dame qu'on écoutera tout à l'heure, qui est la mère de Rosa, et qui explique qu'elle appelait les gendarmes tous les lundis et qu'elle se faisait quasiment insulter. C'est pas une affaire de moyens. C'est pas ce que dit l'avocat de la famille Liana. Oui, mais Dans sa l'avocat... déclaration, Mais je suis complètement il d'accord a avec même vous. un peu balayé Oui. la piste de la défaillance individuelle Oui. pour dire c'est quand même un problème beaucoup plus systémique. Oui, mais Voilà, d'un manque de moyens. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a eu ce débat avec Gilles-William Goldanel. Cet avocat, manifestement, est l'avocat des magistrats. C'est ce que disait Gilles-William Goldanel. Ah, voilà. L'avocat des magistrats, vous Oui, je comprenez ce que comprends. je veux dire. Il reprenait... Bon, après, il y a le débat dans la justice française. Eugénie Bastier, qui n'a Non, pas moi parlé. je pense effectivement qu'il y a un manque de moyens. Moi j'étais la première Mais on est tous au d'accord. moment des affaires Il y en a. MeToo, etc., à dire il faut que justice se fasse, il faut attendre que la justice décide. Mais le fait est qu'il y a très peu de plaintes qui aboutissent, qu'il y a énormément de non-lieux parce que, et surtout il y a un délai dans les traitements. Et c'est vrai que moi-même, je serais une femme qui aurait subi une agression sexuelle ou j'hésiterais à aller voir la police parce que ça prend des années. On sait que ça met 2-3 ans pour avoir un procès. Je comprends qu'il y ait des femmes qui soient découragées et qui ne portent pas plainte. Et ça, c'est un vrai problème, franchement, de fond structurel. Et c'est une des missions essentielles de l'État régalien. On demande quoi à l'État régalien ? On demande de surveiller les frontières et de protéger les plus faibles, les femmes et les enfants. Si l'État n'est pas capable d'assumer cette mission, ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il existe, il n'a plus de raison d'être. Je ne vois pas pourquoi on continue à payer des impôts si c'est pas la base de la justice qui est c'est avant même l'État-providence, hein, l'État régalien. C'est ce qu'on demande c'est la justice. Donc moi je suis pour augmenter ces moyens. On met de l'argent dans n'importe quoi dans notre pays. On donne des milliards à des associations. On a regardez le CESE, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an et on n'est pas capable de doter justement la justice, c'est pour moi, ça devrait être la priorité. Mais j'ajoute également que... Pascal Pierre Garbarini. Là, je ne parle jamais de mes affaires, mais là, j'ai un dossier. Une jeune fille qui a été violée. D'accord ? J'ai reçu... Donc, ça fait 3 ans que ça dure. La personne est entendue, elle est mise en examen, elle a été laissée libre. Elle est restée libre. J'ai un appel du juge d'instruction. D'accord ? Que je dérange, manifestement. Je le dérange. C'est-à-dire que moi, vous voyez, quand on me voit comme avocat, j'ai tendance à fermer ma gueule. Vous voyez, c'est le look que j'ai. Vous voyez ? Donc je l'appelle. Je dis, monsieur, quand même, donc cette jeune fille, maintenant, elle se drogue. Elle est en dépression. La mère vient de développer un cancer. Alors, c'est peut-être pas lié, mais je pense que ça n'a pas aidé. Voilà, j'ai dit, on fait... Alors, je vous explique, maître, il y a tellement d'attentes. Il faudrait que cette jeune fille, elle accepte que l'affaire elle soit correctionnalisée. Parce que le temps qu'on aille aux assises... Mais vous entendez vous entendez C'est pour ça qu'il avait proposé le plaidé coupable. Et c'est pour ça que je dis le plaidé coupable. Et le plaidé coupable, on fait marche arrière. Pourquoi on fait marche arrière ? Parce qu'on fait de la politique politicienne. Parce qu'on se dit, au Parlement, on ne va pas réussir à avoir de majorité. Non, parce mais que de c'est qui on se moque ? Oui. Mais de qui on se moque ? Et avec certains avocats, mais encore, chacun a le droit qui disent, on est vent debout contre. Parce que vous comprenez, le procès, arrêtons. Il y a des procès où on n'a rien à dire. Et il y a des victimes qui vont répéter alors là, j'emploie le mot de victime, 15 fois ce qu'elles ont subi. Vous êtes pour le plaidé coupable ? Bien sûr. Ouais. Depuis Il y a longtemps, beaucoup je suis d'associations pour qui le plaider sont- coupable, parce qu'il y a des fois, maître, prenez la parole. Alors, il est gentil, enfin, non, pas trop, mais on n'a rien à dire. Donc, au contraire, Moi, je voilà, pensais que c'est des dossiers qui font 2-3 heures. Et ensuite, je le dis, parce que moi aussi, il y a des magistrats, et c'est la grande majorité, qui sont excellents. Mais là, c'est pareil. On vous dit, il faut de la formation. Pour les policiers, c'est pareil, il faut de la formation.
Mais pourquoi on les oblige à partir à la retraite à 65 ans ? Si les personnes ont les capacités intellectuelles et si elles le souhaitent, de demeurer, puisque pour former un magistrat, pour former un policier, ça prend du temps. Il faut qu'ils aillent à l'école. Le code de procédure pénale, aujourd'hui, c'est un casse-tête, tellement c'est compliqué, puisqu'on rajoute. Alors vous inquiétez pas, donc pourquoi on les empêche ? Ces personnes-là, qui sont très compétentes, puisqu'elles ont toute l'expérience professionnelle, elles sont obligées de partir à la retraite à 67 ans. Gardons-les, puisqu'on manque de magistrats. C'est quand même pas difficile. Voilà, vous les prenez, très bien, et je peux vous assurer, là je sors d'une audience criminelle à Draguignan, je ne cite pas les noms des magistrats, mais une présidente excellentissime, voilà, avec une affaire où un meurtre, avec 2 tentatives de meurtre. Et vous défendiez qui ? Moi je défendais un des complices. Eh ben, je peux vous assurer que personne n'a bronché, pourtant il y avait des clans qui s'opposaient. Mais vous aviez une autorité naturelle de la présidente. Il n'y a pas eu un incident. Il y a eu un incident au début, elle a réglé ça tout de suite. Et l'audience, elle s'est déroulée et justice a été rendue. Les 4 accusés qui niaient les faits, eh bien, ils ont fini par reconnaître les faits à l'audience et ils ont été condamnés. Et notamment celui que vous défendiez, Absolument. Donc, je veux dire, il y a aussi une implication et une responsabilité personnelle. Qu'est-ce qui fait fonctionner les tribunaux et les cours ? C'est aussi les greffiers. Voilà, c'est le greffier qui prend en charge, qui s'occupe, qui prend les papiers, qui dit on va faire ci, on va faire ça. Les greffiers, il faut valoriser ce métier, il faut les augmenter. Et là, on retombe sur le manque de moyens. Je vois Vincent Herouette, vous avez quelque chose à dire. C'est pas ma partie, je suis pas un professionnel, je ne connais rien. J'ai élevé 4 enfants en faisant très attention. Nous avons élevé 4 enfants en faisant très attention aux prédateurs quand même. Donc c'est pas une découverte. Mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un papier dans Atlantico faisant une étude comparée entre le Danemark et la France. Alors le problème des moyens, il est évident. La France dépense 77 € par habitant pour sa justice. C'est-à-dire 3 fois moins que la Suisse et largement en dessous de la moyenne européenne. Ouais. Mais c'est pas qu'un problème de moyens. Il y a d'abord un problème de l'inflation, effectivement, du droit. Alors, 366 999 articles dans le corpus législatif, 48 millions de mots, 632 décrets d'application par an en plus, 8200 arrêtés ministériels. Donc, c'est un truc totalement dément. Mais c'est pas ça le problème. Au Danemark, le problème, c'est la confiance. C'est-à-dire que les Danois, quand vous faites des études, vous découvrez que les Danois ont confiance dans leur justice. Ils la croient indépendante. Et du coup, il y a moins de recours, il y a moins de contentieux, il y a moins d'appels. Alors qu'en France, ça encombre totalement la machine et ça la paralyse, en fait. Oui, et puis il y a des affaires, on en a parlé ici, mais quand vous voyez les moyens sur 15 ans qui ont été déployés contre Nicolas Sarkozy avec des milliers d'heures il y avait un papier d'ailleurs ce matin sur RTL, c'était absolument étonnant d'entendre ça. Il y a une éditorialiste qui a rapporté les milliers d'heures dans l'affaire Big Malion, dans l'affaire libyenne et ça, où on a mis des tonnes de moyens pour arriver à... voilà. Le comble étant l'affaire Bismuth, hein, c'est vraiment une espèce de... Donc voilà, et si on avait mis autant de moyens pour les prédateurs sexuels, ce serait peut-être assez intéressant comme démarche. Les Français sentent... les Français voient aussi cette justice idéologisée et politisée. Qui n'ont pas choisi, il faut être certains fou, qui a choisi. Il faut être fou ou un parfait criminel pour avoir confiance dans la justice de notre pays. Mais comment on explique et sous le tapis? Parce que là, maintenant, le périscolaire. Mais bien sûr, j'allais dire. Mais le périscolaire, c'est scandaleux. Oui, on sait tout. Mais Anne Hidalgo n'a pas été convoqué par mais pourquoi? Parce qu'il y avait des risques. Pour Fillon, il n'y a pas eu de risque. Ça, François Fillon, ça a été à 200 à l'heure. Le périscolaire, tout le monde est informé qu'il y a des difficultés. Je dis pas je parle pas de culpabilité. Il y a des difficultés. Le parquet est saisi.
Pourquoi personne n'est convoqué? Il faut attendre à la fin des élections. Et là, ensuite, à force que les médias se prennent en compte ce dossier, notamment le nôtre, et disent, il y a quand même, c'est scandaleux ce qui se passe, pour qu'ensuite il y ait une réaction. Mais cette réaction, elle doit déjà exister. Il y a 2 ans, ce sont nos enfants. Mais Anne Hidalgo n'est toujours pas convoquée. Il n'y a pas de manifestation devant les fenêtres de l'Hôtel de Ville, par exemple. Mais les bien mêmes qui sûr. manifestaient place Vendôme, Mais bien sûr. on les a pas vus devant l'Hôtel de Ville de Paris. Et Anne Hidalgo n'est toujours pas convoquée. Non, et il y a 132, on a appris hier qu'il y avait 132 animateurs qui avaient été suspendus depuis le début de l'année. 132, dont 50, un peu plus de 50 sont soupçonnés d'avoir mais des agressions ce que vous sexuelles sur des enfants. soulignez vrai sur les manifestations, c'est que vous avez l'extrême gauche qui est organisée, qui sait organiser des manifestations, qui a des militants actifs, etc. Et vous n'avez pas cela comme Madame Hidalgo, elle est protégée parce qu'elle est de gauche. Regardez, Disons Marine Tondelier, elle était place Vendôme pour demander Oui. la démission de Gérald Darmanin en dénonçant en plus un système qui serait masculin, un patriarcat, ce qui à mon avis est questionnable sur la question de la justice. Oui, il y a on l'a 75% entendu de sur le périscolaire, Madame Mais sur Tondelier. Philippine et Lola, vous les avez entendus? Non, non plus. Vous avez entendu une réaction? Non. Pourquoi? Parce que celui qui avait agressé et tué Philippine et Lola, c'était 2 OQTF. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Donc tout le monde sait ça. Et c'est pour ça que 2027 va être intéressant. Tout le monde sait ce que je vous dis. Non, mais... Donc, et la colère, elle gronde parmi les Français. Donc il y aura peut-être effectivement un changement de politique en 2027. Éric Nolot qui n'a pas pris la parole. De ce point de vue-là, il y avait quelque chose d'assez troublant dans l'intervention de l'avocat de la famille de Liana qui tout de suite a dit pas de récupération. Oui, bah bien sûr. Moi, ça m'a troublé parce Mais que évidemment, écoutez, si la récupération, c'est la petite magouille politicienne, je veux bien, mais tout le monde se sent concerné par ce dossier, réagit à sa manière, en tout cas prend le sujet avec sa sensibilité. Donc à chaque fois parler de récupération, chaque fois qu'il y a une réaction, c'est pas la même chose. Bon, il est 9h22, on marque une pause. Pascal Pierre, la saison va se terminer d'ailleurs, et c'est la première année que vous êtes avec nous, et c'est vrai que votre ajout à cette émission est important. Je ne vais pas vous dire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont découvert. Vous dites les choses avec authenticité, avec sincérité, avec expérience et intelligence. Donc vous êtes convaincant. N'exagérons pas. Mais si, vous êtes convaincant parce que vous savez de quoi vous parlez et vous dites les choses. On crève dans ce monde, dans cette France, de ne pas dire les choses dans tous les domaines. On crève de ne pas dire les choses. Vous dites les choses. Et c'est ce qu'on attend des politiques aussi, qu'ils le disent, qu'ils disent les choses, dire les choses. Voilà, bon. Et après, chacun se fait son opinion. On marque une pause, à tout de suite.